bienvenue à tous du coup chez Maestro. On a 1 heure ensemble. Moi, je suis Héloïse, je m'occupe de l'école Maestro et j'organise là aujourd'hui ce Maestrix avec Jonathan. Je suis très très contente d'être avec Jonathan parce que Jonathan est avec nous depuis les toutes premières promotions. Maestro a 3 ans et il était là depuis le début, donc ça me fait vraiment plaisir de le voir intervenir sur ce sujet. Et pour ceux qui connaissent pas du coup les Maestrix, c'est 1 heure avec un expert de notre communauté pour discuter d'un sujet produit ou tech. Et là, le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Jonathan, c'est donc ces 5 conseils pour élaborer de bonnes specs. Un petit mot sur pourquoi on a choisi de faire ce Maestrix et pourquoi c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est qu'on s'est rendu compte en accompagnant des profils en reconversion vers le produit que les specs, c'était un aspect technique du PM, qu'en prenant un premier poste de product, on savait pas toujours bien rédiger ses specs, que la vision business ou la partie un peu plus strat quand on a déjà de l'expérience en entreprise est parfois plus évidente, mais l'aspect spec est très technique et ça nécessite quand même une méthodo, une manière de le structurer et donc ça suscite pas mal d'exercices et de questionnements et donc c'est pour ça qu'on était très content de pouvoir aborder ce sujet de manière un peu concrète et détaillée avec Jonathan qui est pour le coup un pro des specs et qui du coup va essayer dans ce temps d'1 heure de vous partager un peu ses bonnes pratiques sur ce sujet. Avant qu'on commence, peut-être pour qu'on puisse aussi guider cette heure en fonction de vous qui vous êtes, de votre besoin spécifique, je propose que vous mettiez dans le chat ou dans le sondage que lance Shana qui vous êtes. Est-ce que vous êtes vous-même product manager et du coup vous venez chercher comment rédiger de bonnes specs? Est-ce que au contraire vous êtes dans une autre équipe et vous vous demandez un peu à quoi servent ces specs et comment les lire? Donc voilà, dites-nous dans le chat qui vous êtes, ce qui nous permettra aussi de cibler un peu le talk et évidemment au-delà de qui vous êtes, si vous voulez mettre un peu pourquoi vous êtes là et votre attente sur ce talk, ça nous permettra aussi de rebondir avec Jonathan pour cibler au maximum. Pendant que vous vous présentez, je vais juste vous dire un petit mot sur du coup Maestro, qui on est, parce que je vous ai dit qu'on accompagnait des personnes en reconversion pour le produit, mais on est aussi une école avec plusieurs programmes. Donc pour vous donner un peu un panel, on a le bootcamp pour devenir product manager, qui est notre programme phare, qui dure 7 semaines en présentiel ou alors en cours du soir, qui dure 3 mois et demi pour des personnes qui combinent avec une activité en parallèle ou qui sont juste géographiquement pas à Paris. On a un programme au no-code, au design, au produit responsable et du coup en fait on est positionné sur ces différentes thématiques de la tech et du produit et donc on se fera un plaisir d'en parler plus avec vous si ça vous intéresse et notamment je vous ai mis là les liens les coordonnées de Blandine qui s'occupe de toutes les admissions chez nous et les dates de ces prochaines formations. La prochaine c'est jeudi, donc ça vient vite, mais qui est celle en cours du soir en produit et puis après on en a d'autres qui arrivent, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec Blandine. Et évidemment, là, je vous ai parlé des Maestrix, mais on fait plein d'événements, on a plein de contenus, que ce soit sur notre site, on a toute une partie ressources avec des articles, des toolbox. Donc, si vous débutez dans le produit ou si vous avez envie d'être soutenu un peu sur des manières de faire, n'hésitez pas à regarder un peu, soit en nous suivant sur LinkedIn, soit en venant à ces rendez-vous pour connaître un peu plus sur les contenus qu'on fait. Voilà, j'arrête mon partage d'écran pour voir à votre tour les présentations que vous avez mis dans le chat. Je vois qu'on a pas mal de products. Qu'est-ce que ça dit? First PM d'une startup, background d'ingénieur, engineering manager. On a plein de product managers, donc on a chef de projet SI. Donc trop bien, Jonathan. On a une audience au taquet et je te laisse du coup partager ton écran pour nous parler un peu de tes conseils pour développer de bonnes specs et pour communiquer avec les devs de manière carrée, compréhensible, claire. Et je me ferai évidemment le relais de toutes vos questions aussi à Jonathan, parce qu'il va partager son écran, donc il verra peut-être pas forcément le chat, mais moi, j'ai un œil aiguisé dessus, donc n'hésitez pas à poser vos questions que vous avez sur ce sujet. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes, c'est parfait. Super, bah écoutez, on va pouvoir commencer.
Je crois qu'on est une soixantaine. C'est chouette, très bien, c'est parti. Ok, bah déjà avant de commencer, un tout petit warning. Il y a beaucoup de façons de gérer ces specs. Je dirais même qu'il y en a autant que de product manager. Et donc là, je présenterai la méthode qu'on utilisait dans ma boîte où j'étais lead product. Et donc là, ce que je vous donnerai, ça serait plutôt une base à évidemment personnaliser pour votre situation. Je donnerai aussi des cas où il faut appliquer certaines méthodes et d'autres où il faut appliquer plutôt d'autres méthodes. Donc c'est évidemment pas un truc à prendre tel quel. Il faut une période d'adaptation à votre entreprise, quoi, à votre situation, à votre équipe, pour que ça fonctionne. Très rapidement, mon parcours. Du coup, moi, j'ai un background d'ingénieur. J'ai ensuite fait un stage à Canal+, où j'étais en charge de l'innovation. Et après, j'ai continué en école de commerce. Et j'ai fait ensuite un voyage en Inde où j'ai pu réfléchir un peu sur les expériences que j'avais eues et faire la somme un peu des expériences entre l'ingénierie, le business et la partie un peu plus design de Canal+. Et donc, ça a donné le product management, où j'ai été ensuite PM chez Paper Nest pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je suis product maker indépendant, donc c'est-à-dire je crée des produits et je les vends à des entreprises. Et je suis aussi PM en freelance, donc j'accompagne certaines entreprises dans leurs équipes produits. Je ne l'ai pas rajouté, mais je fais également du consulting Notion. Donc, j'accompagne des startups qui souhaitent installer Notion pour leurs équipes produits plus particulièrement. Ok, donc c'est parti. Je commencerai très rapidement par présenter un peu ce que j'appelle la grande cascade du product management et où on va se situer aujourd'hui dans la présentation. Donc, on considère en général qu'on démarre un, enfin, le moteur un peu de l'énergie de l'équipe produit, ça va être vraiment les OKR, les objectifs qu'on va se donner, les résultats clés qu'on va vouloir atteindre, qui sont en général fixés en collaboration avec le management, les CEO et les équipes. Donc ces objectifs, ces résultats à atteindre permettent de choisir et orientent les recherches parmi tous les problèmes et les idées qui peuvent remonter de toute la boîte. Donc ça peut être des designers, des product managers, des utilisateurs évidemment, des sales, etc. Et donc ça permet de faire cette sélection parmi tous les problèmes qu'on peut avoir, ceux qu'on va vouloir résoudre, parmi toutes les idées qu'on va pouvoir avoir, toutes les opportunités qu'on va rencontrer, lesquelles on va vouloir approfondir. Et une fois qu'on a fait cette sélection, on va pouvoir affiner et résoudre ces problèmes avec des solutions, donc, dont le principal outil des product managers, qui sont les épiques. Les épiques, ça peut être des fonctionnalités qu'on va vouloir développer, ça peut être des projets qu'on va vouloir mener, ça peut être une refonte du back-end, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce que j'appelle épique, c'est un peu une solution technique à un problème ou l'affinage d'une idée qu'on a eue. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment spécer, comment rédiger un épique. Et donc, un deuxième truc qu'on va voir, c'est comment rédiger ce qu'on va ensuite, comment on va diviser ces épiques, on va les diviser en tickets, et comment on va pouvoir spécer ces tickets. Donc, en fait, la présentation va se diviser en deux, les specs pour les épiques et les specs pour les tickets. Les tickets, j'en distingue trois, je reviendrai un peu dans le détail sur la différenciation. Je distinguerai les user stories, donc ce qui va constituer vraiment ce qui est visible par l'utilisateur, ce qui est de l'ordre de la fonctionnalité brute. La dette technique, ce qui va être utilisé par les équipes tech pour maintenir la code base de façon saine, et les tickets de bug, donc ceux qui vont vouloir réparer un comportement qu'on n'aime pas, sur lequel on n'est pas satisfait. Jonathan, j'ai juste une petite question avant de rentrer un peu dans justement ce détail-là. Est-ce que pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, juste nous redire ce que c'est qu'une spec, enfin, en quoi ça consiste, si on devait définir pour que tout le monde embarque dans le Ouais, sujet, ce juste qu'est le une mot spec. spec, Ouais, ça voilà, marche. juste le mot Juste le spec. mot spec, alors très simplement, c'est une description de sorte que une autre équipe ou une autre personne puisse comprendre ce qu'on avait en tête. C'est une façon de communiquer, c'est un moyen de transmettre des détails. Ça peut être comment fonctionne une fonctionnalité, ça peut être une image qui dit quelque chose qui va ou qui va pas. C'est vraiment un moyen, c'est un outil de communication et ça permet de transmettre de l'information. Typiquement, dans notre situation, du product manager à ses équipes tech, à ses designers, à ses QA managers, à ses engineering managers. Donc, voilà, Parfait, j'espère que c'est merci. suffisamment clair. Ok, donc on va commencer par les specs d'Epic.
Donc nous, on travaillait donc avec un Kanban des épiques. Donc un Kanban, c'est un tableau, un tableau de bord sur lequel on peut voir chaque gros projet, chaque gros paquet de fonctionnalités qu'on va faire, qu'on est en train de concevoir ou qui sont en cours de développement et même qui sont sortis, donc la dernière colonne released. Donc ça, c'est un exemple de Kanban d'Epic qui provient d'un template Notion sur lequel je travaille et que je vends aux entreprises. Donc c'est des exemples, c'est des exemples typiques d'Epic qui peuvent être utilisés par des entreprises. Donc typiquement, améliorer le temps de chargement, traduire l'application dans une autre langue, ouvrir la porte au login social, typiquement Facebook Connect ou Google. Donc voilà, donc ça c'est le Kanban des épiques. Donc ce que je vais appeler product spec ou spec d'Epic, c'est ce qui se passe quand on clique sur un des items. Donc un des items, si on clique et qu'on l'ouvre, on va avoir toute l'information qui est centralisée à cet endroit-là. Et donc, c'est ça en fait que je vais appeler Product Spec. On va pouvoir aussi utiliser les termes de Product Requirement Document, PRD, détail d'un Epic. C'est aussi quelque chose qui est utilisé. Et Epic, Ouais. du coup, si tu devais redéfinir Epic, tu dirais que c'est quoi? Je dirais que c'est un macro, c'est ce qu'on va développer de façon plus macro, de façon plus haut niveau, quelque chose qu'on va pouvoir communiquer dans le reste de la boîte. Ça va être ça va être quelque chose qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir parler au sens plus, comment dire, plus gros. C'est en gros, je distingue en fait le travail du développeur. En gros, ça va être de faire des tickets, donc de faire des mini tâches qui, si on les rassemble en gros blob, font des épiques. Donc en fait, Ok. C'est c'est quelque l'ensemble de chose. tous les tickets qui est Et, regroupé sous grande partie. voilà, c'est un Ok. ensemble qui a du sens côté utilisateur. Donc, par exemple, traduction de l'application, amélioration du temps de chargement. C'est quelque chose qui a du sens côté utilisateur, qu'on va vouloir mesurer et qui va être trop gros pour qu'on le fasse en une seule tâche et qui va nécessiter qu'on le découpe en petits morceaux. Et ces petits morceaux, c'est ceux qui vont être développés par les équipes tech. Donc si on prend un Epic, on va vouloir le décrire, on va vouloir dire comment ce qu'on a derrière la tête, ce qu'on va vouloir développer dans le détail, et on va donc créer des specs, donc un PRD, un détail d'un Epic. Donc dans mon exemple, donc ce tableau de bord contient les PRD ou specs de chacun des Epics, juste en cliquant dessus. Alors, je considère que c'est important d'avoir toutes les informations sur un Epic au même endroit et de ne pas les éparpiller dans différents documents, au moins d'avoir une source unique d'informations qui permet ensuite de diviser en plein d'endroits, donc typiquement les tickets, mais d'avoir un endroit où quelqu'un qui voudrait s'informer sur un Epic puisse commencer. Donc, c'est-à-dire que si on se pose une question sur qu'est-ce que fait ta team en ce moment, et ben, on peut aller voir ce tableau de bord et regarder, bah, OK, ils sont en train de travailler sur la traduction. Et si je clique sur cet item, je vais pouvoir m'onboarder, m'introduire le sujet et rentrer dans le détail si besoin, mais au moins savoir bah, pourquoi on le fait, qui bosse dessus, le benchmark, qu'est-ce qui constitue en fait ce sujet-là. Donc ça sert à la fois pour introduire le sujet, mais ça sert aussi d'archive pour si on se demande, par exemple, un an après, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là, bah, on peut le retrouver dans ce document-là, qui contient donc toute l'information sur le sujet donné. Donc ça, c'est vraiment le cœur du truc, c'est pourquoi on le fait, et ensuite le détail de ce qui le compose. Donc on va rentrer un peu dans la carte. La première chose à mettre dans ce document, c'est le contexte. Pourquoi on fait ce sujet-là. Donc en général, c'est relier le sujet avec le problème qu'on essaie de résoudre avec cette épique. Donc ça peut être par exemple les objectifs et résultats clés correspondants. Donc par exemple, quel est l'objectif qu'on va faire, qu'on va poursuivre en développant cette épique-là. Donc ça, c'est le premier point. Tous les comptes rendus qui sont associés à ce sujet-là. Donc, par exemple, ça peut être les personas associés, ça peut être les commentaires d'utilisateurs lors d'entretiens qu'on a donnés qui nous ont dit bah, en fait, j'étais embêté parce que je parle pas très bien français et du coup, je vais avoir du mal à comprendre certains éléments. Ça aurait été pratique s'il y avait une traduction en anglais, par exemple. Donc ça, c'est typiquement un verbatim qui pourrait être très pertinent d'ajouter en introduction
des specs de l'EPIC pour pouvoir bien comprendre à qui on s'adresse, les métriques à surveiller, puisque quand on fait un EPIC, on a besoin d'avoir un peu l'objectif chiffré de ce qu'on va vouloir atteindre et en quoi ça va permettre de faire avancer le projet, et les attentes sur ces métriques. Donc ça, typiquement, ça va être plus 20% ou avoir autant de conversions que un autre projet qui marche bien. Donc ça peut être plein de choses. Et ça constitue en fait le contexte de ce pourquoi on va faire le truc. Donc le problème à résoudre, les comptes rendus, les métriques. On peut aussi ajouter définition d'un succès, mais c'est proche de la définition des métriques. Le deuxième élément, c'est qui va travailler sur ce sujet. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'interlocuteurs hors de sa propre équipe? Ça permet de cadrer en fait le sujet. Donc, typiquement, est-ce que c'est un sujet qui va impliquer l'équipe data, l'équipe marketing, des partenaires extérieurs, une partie prenante, sachant que chaque interaction avec ces parties prenantes suivent un certain nombre de règles et que ça va définir la façon dont vous allez travailler sur ce sujet-là. Donc, vous savez par exemple, si vous savez par exemple que votre équipe marketing, elle fonctionne par sprint, il va falloir acter la façon dont vous allez travailler avec eux sur leur sprint à eux, par exemple. Et idem pour l'équipe data ou autre chose. Et donc, je considère que c'est important de cadrer en fait les specs de l'EPIC avec qui sont les personnes impliquées dessus et qui sont les interlocuteurs sur le sujet. Troisième point, le cœur du sujet, en fait, qu'est-ce que c'est que cette EPIC? Qu'est-ce qu'on fait littéralement? Donc, ça peut être une description, des maquettes, des prototypes, des tickets, les tickets qu'on va associer à cette EPIC-là. Ça peut être des tickets Jira, ça peut être des tickets Notion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des liens vers un Trello, par exemple. Mais là, dans ce 3, en fait, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est la liste en fait, des tâches qui correspondent à cette EPIC-là. Donc, le quoi du sujet, quoi. On peut aussi ajouter une estimation de l'impact. Donc, on peut utiliser le framework RICE ou ICE qui permet d'avoir un peu une idée du retour sur investissement du sujet et des estimations, par exemple, de date de sortie. Ça peut être aussi pertinent de l'avoir à cet endroit-là. Dans ce point numéro 3, on peut également ajouter toute l'information qui peut permettre de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça peut être une conversation, ça peut être un spreadsheet, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est que tout soit répertorié à cet endroit-là, au sens où il n'y ait pas un point important pour comprendre le sujet qui ne soit pas dans ces specs-là. On doit pouvoir trouver toute l'information, même si c'est que des liens, on doit pouvoir le trouver dans ce document. Le quatrième point, pour moi, c'est un point que les gens ne mettent pas souvent, mais que je considère aussi important. C'est tous les risques qui sont liés avec votre EPIC. Donc, c'est comment on a fait pour dérisquer le projet. C'est-à-dire comment on en est arrivé à définir ce qu'on est en train de vouloir développer. Donc, comment on a défini cette EPIC, comment on a levé tous les risques qu'on a identifiés. Donc, le premier élément à faire, c'est de lister en fait tout ce qui peut impacter la future sortie de cette EPIC-là. Donc, typiquement, on les classe en 4 grands types de risques. Le risque de valeur, c'est par exemple si le projet va plaire, si le projet va créer des gens, si les gens vont s'en servir, si les gens vont acheter, si c'est quelque chose de payant. La deuxième grande catégorie, c'est est-ce que on a bien réussi à lever les risques liés au design. Donc, par exemple, si on a réussi à trouver un projet qui peut apporter de la valeur aux gens, est-ce qu'on a réussi à le créer de la façon à ce que les gens arrivent à s'en servir? C'est les risques d'utilisabilité. Donc, typiquement, là, on peut lister tous les trucs qu'on avait identifiés pendant les phases de recherche et la façon dont on les a résolus. Donc, par exemple, des liens vers les user tests qu'on a menés, les focus group, tous les éléments qui peuvent permettre de montrer qu'on a réussi à lever ces risques-là. Enfin, les risques technologiques. Donc, en gros, tout ce qui pouvait faire peur aux développeurs pendant le développement et qui a été levé, par exemple, avec des proof of concept, des prototypes qui permettaient de tester un point très précis du développement du sujet. Et enfin, tous les risques liés aux autres équipes de l'entreprise. Donc, par exemple, est-ce que ce sujet-là, cette EPIC-là est bien légal? Est-ce que l'équipe support a bien été formée dessus? Est-ce que l'équipe marketing est bien au courant de tous les détails de comment on va devoir le vendre
donc pour que les gens puissent connaître ce sujet-là. Et donc en général, ça passe beaucoup par des conversations. Et donc là, on peut mettre par exemple les liens vers les meetings, les liens vers les conversations Slack ou les liens vers les comptes rendus de conversation qui montrent qu'on a bien levé tous les risques associés à ça, quoi. Et donc enfin, donc ça c'est plus une fois qu'on a relist, une fois qu'on a sorti les pics, on peut mettre dans la liste, dans le détail de les pics, dans la page, à quel point on est content du résultat. Donc par exemple, est-ce qu'on a atteint le business score qu'on s'était fixé? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est satisfait côté UX et UI? Est-ce que les gens, finalement, ils ont réussi à s'en servir? Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose de techniquement propre, donc sans créer de dette technique? Est-ce que ça va accélérer les futurs développements? Au contraire, est-ce que ça va ralentir les futurs développements? Est-ce qu'on a bien géré la partie gestion de projet? Est-ce que ça s'est bien passé? Donc en fait, toutes ces informations, ça va permettre de faire le point sur en fait, comment on a réussi à finaliser ce sujet-là. Ou alors au contraire, est-ce qu'il y aura besoin de faire une nouvelle itération pour corriger certains points? Donc en fait, ces 5 grands points constituent en fait toute l'information sur un épique, et c'est ça qu'on va vouloir mettre pardon, dans la carte de l'EPIC. Et donc, ça correspond au spec. Donc, en fait, la liste de toutes les informations nécessaires pour avoir le contexte, le quoi, le comment, le qui, le pourquoi et le futur, en fait, du sujet. Donc, je vous ai mis un template qui permet de récapituler tout ça. C'est un template Notion que vous pouvez récupérer sur ce lien-là. Je vais mettre dans le chat. Vous pouvez récupérer. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir une base qui peut être modifiée selon les besoins de votre entreprise en rajoutant un élément qui est très pertinent pour vous. Ça peut être l'occasion de le rajouter à cet endroit-là. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie sur les specs d'Epic ou PRD? Avant que j'attaque le détail sur les specs de tickets. N'hésitez vraiment pas à mettre dans le chat si vous avez des questions sur cette partie-là. Bon, si tout le monde a déjà cette partie-là à 100% de good, on part sur une bonne base. On a Stéphane qui est en train de taper. Je te mets la pression, Stéphane. Il a intérêt à écrire une bonne question. Hein. Est-ce que chaque PM prend réellement le temps de faire des specs aussi détaillés et jusqu'à quel point la méthode est respectée dans le day-to-day job? Est-ce que chaque PM prend réellement le temps de faire des specs aussi détaillés? Alors ça, je ne saurais pas te dire si chaque PM est aussi rigoureux dans sa documentation, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut permettre vraiment de faciliter l'alignement entre les différentes équipes et la collaboration donc avec les développeurs, quoi. Le fait pour un développeur de voir que le PM a bien fait tout son travail de recherche en amont et que tous les risques ont été bien identifiés, levés, ça peut permettre de vraiment rassurer et de bien faire comprendre qu'on ne fait pas ça pour rien et qu'il y a un vrai lien avec les objectifs. Ça permet vraiment, je pense, de faire le lien entre le travail au quotidien du développeur et le contexte général de l'entreprise, objectif ou métrique, quoi. Mais Ouais. toi, par exemple, chez Peppernest, c'était ce type d'épique-là, c'était ce niveau de détail. C'est un niveau de détail qui arrivait au fur et à mesure, en se rendant compte de ce qui était important ou pas. Donc là, c'est une version exhaustive de tout ce qu'il est possible de mettre, mais qui ne va pas forcément être pertinent dans tous les cas. Il y a certains cas où on aura beaucoup moins besoin de parler par exemple, des parties prenantes. Si c'est un sujet qui est très classique et très connu, on ne va pas forcément avoir besoin d'en parler à toute la boîte. Et donc, on aura beaucoup moins besoin de compléter, par exemple, la partie 2 avec les équipes, les interlocuteurs, ou la partie risque, si c'est un truc sur lequel on est très confiant et qu'il y a très peu de risques, ça va très vite. Ça, c'est la version vraiment maximaliste, quoi. Ok, trop bien. Et on a une question de Stéphane qui dit donc les PRD, c'est pas encore les US. Alors le PRD, pour moi, je le vois vraiment au niveau macro, c'est-à-dire que le PRD, c'est pour un gros morceau de feature, alors que l'US, ça va vraiment être une petite feature qui est inclue dans le gros morceau.
Donc pour moi, Epic, c'est large et User Story, c'est petit. Une user story, ça va être le plus petit possible pour pouvoir être sorti rapidement au fil de l'eau de façon indépendante. Alors qu'un Epic, c'est gros, c'est un truc qui permet d'avoir un vrai objectif business, qui permet de vraiment faire progresser la boîte. Alors que la user story, c'est plus petit, ça a un impact plus petit. Il n'y a pas besoin d'autant de travail sur la description d'une user story. Mais j'en parlerai juste après. Ok. Et du coup, on a aussi une question de Gaël qui dit combien de temps peut-on, enfin, doit-on consacrer à cet exercice? Enfin, au moins un ordre d'idée, même si évidemment ça doit être variable de la tâche que tu demandes et du Ouais. niveau de détail que tu as dessus. Mais... Alors, pour moi, c'est pas forcément la bonne question. Pour moi, ce que je vous présente là, c'est plus une façon de présenter de la connaissance. Normalement, si vous êtes un bon PM, vous avez déjà fait tout ce travail-là et vous avez déjà la connaissance. Et là, ce que je vous propose, c'est juste un moyen de le communiquer. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, c'est pas le travail, c'est pas de compléter ce document. Enfin, le travail, c'est de créer l'information qu'il y a dans ce document. Et là, la rédaction de cette connaissance, c'est juste la fin, c'est juste la conséquence. C'est-à-dire que normalement, si vous avez déjà fait tout le travail de recherche, de contextualisation, de maquettage, etc., bah, en fait, le mettre, le centraliser, c'est la dernière, enfin, c'est fait au fil de l'eau, c'est la dernière étape. Il y a pas de, enfin, ça devrait pas prendre de temps. Ce qui prend du temps, c'est de créer l'information. Et donc ça, normalement, c'est le travail du PM, en fait. Donc pour moi, c'est pas forcément la bonne façon de voir les choses, quoi. Je sais pas si Ok. ça répond à la question. Pas de PO dans ce contexte. Euh, Bah alors dans les boîtes où on distingue les rôles de PO et de PM, pour moi le PO il interviendrait plutôt au moment du découpage en tickets et de la rédaction des tickets. Donc pas encore trop de PO dans ce contexte. Ok. On a une question aussi d'Inès qui dit qu'est-ce qu'un cahier des charges, spec de ticket, point d'interrogation. Oui, on peut considérer qu'un cahier des charges, c'est un ensemble de specs de tickets et de specs du projet plus haut niveau, quoi. Et ensuite, donc Estelle, je confirme pour ton contexte, savoir le pourquoi. Et énormément sur les liens. Oui, c'est sûr que quand on bosse sur un tout petit morceau de feature sans avoir la vision un peu plus globale, ça peut être gênant parce que parfois on va se poser des questions sur, on a deux options pendant le développement. Bah, le fait d'avoir le contexte plus général, ça permet de choisir entre les options et de pas faire quelque chose au hasard, quoi. Donc, ouais. Est-ce qu'il faut encore des allers-retours au moment des US ou est-ce que tous les risques doivent être clarifiés en amont? Ah bah, l'idéal, c'est de clarifier les risques, de passer à la partie ticket. C'est l'idéal. Commencer à bosser sur un Epic alors qu'il y a encore des risques, bah, ça peut être dangereux, quoi. Ça peut être un problème. Et d'ailleurs, moi, ça m'amène à une question, je me permets aussi en même temps, c'est de me dire à quel point, en fait, une spec est flexible. Enfin, comment tu l'as fait évoluer au fur et à mesure. Tu t'assures qu'elle est assez flexible pour être ajustée en cours de route sans affecter en fait, la qualité de la solution technique que tu proposes. Bah, alors, je vais revenir juste au plan un peu. En gros, là, là où je me situe, en fait, c'est la partie là. Donc là, je suis dans la partie solution. Donc là, je suis en train de concevoir ma solution à un problème que je considère qui est important ou d'affiner une idée sur laquelle on veut mettre de l'argent, quoi. Donc en Ok. fait, à ce stade-là, on crée un peu des gros morceaux qu'on va ensuite subdiviser en plein de tickets. Et c'est plutôt à ce stade-là que ça va être flexible en fait. La partie grosse solution, en fait, c'est plus une direction, c'est plus, enfin, ça va être les maquettes dans un monde idéal, ça va être les objectifs grandioses qu'on va vouloir atteindre. C'est moins là qu'on va pouvoir être flexible, agile. C'est plutôt dans la partie là. En fait, on va pouvoir faire des ajustements en cours de route, on va pouvoir affiner, arrondir les angles, etc. La partie solution, c'est plutôt voilà mon truc parfait que j'ai envie de développer, je l'ai découpé, etc. Mais c'est plutôt la partie d'après qui va permettre d'ajuster, d'être plus fluide en fait. Ok, Voilà. trop bien. Et je pense que ça fait lien avec la question de Maxime qui dit, mais du coup, comment les Epic et les US vivent ensemble au sein du product backlog, puis dans le sprint backlog? Alors, je ne sais pas comment tu distingues les deux, mais pour moi, moi, j'ai deux vues que je manipule. C'est cette vue-là, donc avec les gros sujets, donc le Kanban des épiques, et mon backlog, le backlog étant la liste de tous les tickets, avec un petit tag sur le ticket disant à quel épique il correspond. Donc en gros, je manipule une vue comme ça
donc un peu haut niveau. Donc ça fait office un peu de roadmap aussi, donc pour savoir ce qui va sortir dans les prochains trimestres, prochains mois. Et c'est plutôt cette vue-là qu'on va partager au management, au reste de la boîte. En revanche, le product backlog, qui va être vraiment le détail de chaque user story, c'est plus dans le détail, ça va plutôt rester en interne de l'équipe, parce que toute la boîte n'a pas besoin de savoir que vous travaillez sur tel micro-bug qui correspond à un ticket du backlog, mais qui n'a pas vocation à apparaître dans la vue Kanban des épiques, quoi. J'espère que ça répond à tes questions, Maxime. Il est en train de taper. Donc suspense. Suspense. Ok, clair. Nous gérons nos épiques au sein de notre roadmap produit. Voilà, ça peut, la roadmap produit, c'est aussi une façon de voir les épiques. En gros, ce qui apparaît sur une roadmap produit, moi j'appelle ça un épique. On pourra appeler ça projet ou autre chose. Moi j'appelle ça un épique, c'est le niveau macro de la fonctionnalité, quoi. Alors, est-ce que c'est OK d'avoir juste un Kanban et pas de roadmap daté? Moi, je considère, enfin, c'est mon avis, hein, mais la roadmap datée, c'est dangereux parce que du coup, ça vous engage, alors qu'un Kanban, ça vous permet d'être plus fluide. Et c'est important d'être fluide dans la mesure où quand vous travaillez sur un épique, en fait, le travail de travailler sur un épique, ça veut dire essayer de lever les risques. Et quand vous levez des risques, vous allez faire évoluer le scope en fait, de l'épique. Et du coup, forcément, en faisant évoluer le scope de l'épique, vous allez changer la date de sortie. Donc, je trouve que c'est dangereux de donner autre chose qu'un trimestre pour quelque chose sur lequel on n'a pas encore levé les risques. Donc, pour moi, c'est OK d'avoir juste un Kanban. On a Julia qui nous demande aussi comment tu gères en fait le déploiement de tes tickets pour une épique en parallèle des changements incessants de stratégie ou de cap pour une jeune startup par exemple dont les travaux en cours varient. Je pense que ça revient un peu à ton début où tu montres que tout découle des OKR. En fait, si tes OKR aussi sont quelque chose, un processus évolutif qui sont amenés à changer, comment tu gères ça avec ton déploiement de tes tickets? Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions dans la question. Pour moi, gérer le déploiement des tickets pour une épique et les changements incessants de stratégie de cap. Ok. Peut-être que dans le cadre d'une jeune startup qui est vraiment très très jeune, je parle vraiment de moi, peut-être qu'il s'agit d'aller sur des épiques très petits, donc enfin des épiques qui n'ont pas vocation à être faits en plus qu'une ou deux semaines, de sorte que en fait vous avez plus d'agilité au jour le jour versus des épiques qui sont plus en mois et qui du coup engagent la boîte, quoi. Donc moi je verrais ça plutôt comme ça. Donc Mais réduire la pour une très temporalité jeune, de ton voilà, ticket. Ok. réduire l'ambition de chaque épique, en faire des plus petits morceaux et pouvoir les changer très rapidement. Et j'ajouterais aussi au niveau des tickets, je pense que dans le cadre d'une très jeune startup, le mieux, ça serait plutôt un fonctionnement non pas en sprint, donc un sprint qui engage sur la durée du sprint, donc sur 2 semaines, mais au fil de l'eau, donc en mode Kanban, c'est-à-dire chaque tâche peut être, enfin la prochaine tâche peut être changée en permanence et c'est pas engagé sur des slots un peu de 2 semaines, quoi. Voilà. Super clair. On a une Hum, dernière question de alors, Sophie dernière qui dit dans question, ton ouais. Kanban, les épiques sont divisés en batchs. À quoi correspond chaque batch? Alors, chaque batch correspond un peu à un sous-ensemble de l'épique. Donc, par exemple, prenons traduction, ouais, translate everything, par exemple. Disons que la première partie, donc le lot 1, le batch 1, ça serait l'anglais, par exemple. Ça serait traduire tout en anglais. Et translate everything, partie 2, ça serait généralisé à plus de langues. Dans l'idée, ça serait la vision finale, c'est la même. En pratique, c'est comment on va subdiviser cette vision grandiose en blobs plus petits en taille pour aller plus vite, quoi. Et dans l'idée, le lot 1 permettrait de résoudre une grande partie de la problématique. Et le lot 2, on le fait que si c'est vraiment nécessaire, par exemple. Je vais commencer à partir sur la partie 2, parce qu'on a Yes. encore un peu de choses à dire. Donc là, j'ai parlé de la partie donc comment spéquer ces épiques. Donc maintenant, je vais partir sur comment spéquer donc ces tickets, donc les 3 types de tickets qu'on va voir maintenant. Donc pour rappel, donc dans ma présentation, un ticket, c'est une subdivision d'un épique. Donc d'ailleurs, je les représente sous la forme de gros blobs colorés et les tickets de sous-blobs colorés. Voilà. Ok, donc 3 types de tickets. Le premier grand type, donc c'est la user story. Donc
User story, c'est ce qui correspond à ce qui va être visible par l'utilisateur directement, donc qui va lui permettre de faire des trucs. Voilà, je pense que c'est assez intuitif. Donc les user stories, la plupart sont issues d'Epic, mais certaines sont juste des petites fonctionnalités solitaires qui n'appartiennent pas à un grand ensemble plus impactant. Ça peut être par exemple un ticket qui permet de résoudre, enfin de mettre à jour le tracking sur une certaine partie de l'application. Donc ça appartient pas à un grand projet qui fera avancer les OKR, mais il faut quand même le faire. Donc en général, on considère qu'il y a 2 tiers de story qui sont là pour avancer sur les OKR et un tiers qui permettent juste de garder la boutique ouverte, enfin de garder la lumière ouverte, quoi. Voilà. Le deuxième type de ticket, pardon, c'est le ticket de bug, donc très classique. On constate un comportement qui n'est pas celui qui est attendu intuitivement. On crée un ticket. Et le troisième type de ticket, donc c'est le ticket de dette technique, qui en général est là pour réparer un bricolage ou un truc qu'on a fait un peu vite, typiquement pour tenir les délais d'un projet. Au lieu de faire la solution parfaite, on fait une solution un peu rapide et on crée un ticket de dette qui va permettre de réparer ce bricolage à l'avenir au moment où on aura plus de temps. Donc ça, c'est un moyen aussi de tenir ces délais. Donc comment rédiger un ticket de bug? Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous présenterai une façon très simple. C'est de décrire les étapes de reproduction du bug. Donc de vraiment pas à pas. Donc, première étape, je fais telle action. Deuxième étape, je fais telle action nouvelle. Et trois, voilà ce qui se passe et voilà ce que je pense qui devrait se passer. Donc le comportement attendu versus le comportement actuel. Donc c'est important de mettre les deux parce que si vous en mettez qu'un, en fait, vous partez du principe que les développeurs vont savoir comment fonctionne votre API, ce qui n'est pas toujours le cas parce que les bugs, ça peut être sur des comportements qui sont très fins, très subtils et que vous êtes parfois le seul à savoir exactement ce qui est attendu. Donc si vous mettez que le comportement attendu, ça peut poser problème. Si vous mettez que le comportement actuel, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il faut bien mettre les deux pour qu'on puisse voir l'écart en fait, entre ce qui est attendu et ce qui se passe pour de vrai, quoi. Évidemment, c'est vachement mieux avec des images et des vidéos. Ça permet de voir en un clin d'œil ce qui se passe. Voilà pour le ticket de bug. Il y a d'autres façons de décrire des bugs. Il y a une syntaxe qui s'appelle Gherkin qui permet aussi d'aller plus dans le détail, mais c'est un peu lourd. Et dans le cas d'une jeune startup, ce modèle-là permet très bien de faire le travail. Le ticket de dette technique, donc ça, en général, c'est les devs qui s'en chargent, donc je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Je leur demande juste en général de préciser s'il y a un gain pour les utilisateurs. Donc typiquement, si le fait de passer ce ticket de dette technique et de résoudre ce problème-là va permettre d'améliorer les performances de l'app. Donc typiquement, est-ce que ça va permettre de charger plus vite la page d'accueil ou j'en sais rien. Parce que ça, du coup, c'est quelque chose qui va être très intéressant pour prioriser ce ticket-là dans un sprint. Donc s'il y a un impact utilisateur direct, c'est très important. On a une question de Maxime qui dit: tu préconises un découpage des US front et back distincts ou de spécifier les deux en tâches dans la même US? Alors ça dépend beaucoup de ton équipe. En gros, pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as des devs front et back dans ton équipe ou est-ce que tu as des devs full stack dans ton équipe, quoi. Si tu as des devs full stack, tu peux mettre les deux dans la même tâche, donc ça c'est très bien, la même personne peut faire les deux. Si tu as des devs front, si tu as des devs que front et des devs que back, bah, dans ce cas, c'est mieux de faire 2 tickets et du coup, bah, ça permet de fluidifier le travail, d'autant qu'ils ils devront se parler, quoi. Mais voilà. Ensuite, des captures full screen. Pitié, ne coupez pas vos screenshots. J'adore parce qu'Estelle, elle joue la voix du développeur et c'est hyper important. Donc, c'est trop cool d'avoir tes retours, Estelle. N'hésite pas à continuer à nous donner des conseils aux products connectés pour faire aussi des bonnes specs parce que c'est Oui, intéressant d'avoir ton point de vue. Ça, pour le coup, c'est un très bon conseil. Ne pas couper les screenshots parce que tu sais pas ce qui peut être important pour le Ouais. développeur. Typiquement, l'URL, c'est con, mais il y a plein d'informations dans l'URL. Et quand on fait un screenshot et qu'on voit pas l'URL, bah, on prive le développeur d'une information qui est hyper intéressante. Et c'est dommage, quoi. Ok, donc ensuite, les extensions Chrome, par exemple. Ouais. Donc ensuite, sur les user stories, donc,
je considère qu'il n'y a pas de modèle absolu de rédaction. Donc ça, c'est un parti pris. Vous trouverez des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je considère que c'est vraiment un accord à trouver avec votre équipe. On parle parfois de definition of ready, donc le moment où votre ticket il est prêt à être développé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous mettre d'accord. Certains développeurs auront besoin de beaucoup plus d'informations que d'autres. Et voilà, donc je considère qu'il y a deux extrêmes dans la rédaction de tickets. Le premier, c'est le contrat légal avec des petits caractères. Donc ça, c'est un peu en général, c'est ça qu'on appelle des spécifications, des specs. Donc aujourd'hui, on utilise spec pour plein de mots, mais en général, ce qu'on appelait spec à la base, c'était ça. Donc c'est-à-dire que c'est une liste très très exhaustive de tout ce qu'il est censé se passer avec votre fonctionnalité et avec tous les cas. Donc tous les scénarios, tous les cas de test extrêmement précis. Et c'est un standard, c'est un standard qui est très utilisé dans les boîtes de Presta, dans les SS2I, parce qu'en fait, ça fait office de contrat au sens où voilà, vous nous avez pris 2 développeurs à la journée. Voilà ce qu'ils doivent faire exactement. Et si c'est pas dans la liste, bah, ils le feront pas. Ils sont pas là pour vos utilisateurs, ils sont là pour respecter ce qu'il y a dans la liste. Donc dans ce cas de figure-là, il faut être très très précis, très exhaustif dans votre description de ce que font vos fonctionnalités. Le deuxième extrême, donc, ce que j'appelle la conversation entre potes, c'est vous connaissez très bien vos développeurs, vous avez un excellent contact avec eux et ils sont très très à l'aise avec le produit et vous vous faites confiance. C'est-à-dire qu'en gros, avec très peu d'informations, par exemple une image Figma, quelques lignes de texte, vous leur faites confiance pour comprendre ce qu'il va falloir faire et ce qu'il va falloir être développé. Parfois, vous pouvez aussi leur laisser un peu de marge de manœuvre sur quelques choix produits qui peuvent être faits si ils sont suffisamment allés sur le produit. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'aller plus vers l'extrême numéro 2 et de passer le moins de temps possible sur la rédaction des tickets, des user stories, et d'arriver au stade où vos développeurs ils sont suffisamment à l'aise avec votre produit, suffisamment en connaissance de ce qui doit se passer, et surtout si vous leur faites confiance, quoi. De pas avoir besoin de détailler tous les cas de figure, de se dire, ah ok, en tant qu'utilisateur, ce cas-là, bah, ça serait bizarre s'il n'était pas géré, je vais quand même le gérer, même si c'est pas écrit dans le ticket. Donc ça, c'est pour moi un idéal en tant que PM d'arriver vers cet extrême-là. Voilà. Typiquement, c'est pour ça aussi que je considère qu'il est important de garder des équipes stables dans le temps, de sorte que les développeurs ils soient à l'aise avec un product manager et un scope donné, de sorte qu'ils aient suffisamment de connaissances pour ne pas nécessiter des tickets à rallonge qui font perdre du temps au PM en fait. Donc c'est un des avantages d'avoir des équipes qui perdurent dans le temps. Donc voilà, donc si on rentre un peu vraiment dans le détail, vraiment détail de ce qu'on met dans un ticket, donc déjà son titre. Alors le titre, il doit être clair et concis. Donc parfois il faut se creuser la tête, donc ça, c'est un petit travail de rédaction. J'utilise souvent des tags, donc entre crochets, pour permettre de faire passer de l'information sans avoir à le mettre dans une phrase. Ça permet d'aiguiller tout de suite le sujet. Le format classique, as a type of user, I would like to do something in order to mon objectif. C'est un format qui est très apprécié par certains devs, mais que je considère pas obligatoire parce que bah, il est assez long et souvent bah, on va tronquer en fait dans l'affichage, les vues qu'on va utiliser, parfois typiquement sur Jira par exemple, l'espace nécessaire pour le ticket va être trop court. Et donc, on va avoir plein de tickets qui s'appellent As a user, I would like to. Et donc, en fait, ça permet pas de les trier, quoi. Donc, ça peut être intéressant, mais parfois plus en description qu'en titre de ticket. Voilà. Donc, quelques exemples de tickets que je considère être intéressants. Donc, alors, c'est évident, c'est pas évident sans le contexte, mais prenons par exemple le quatrième. Make Browser Tab Names More Explicit. Donc ça, c'est un titre qui permet en 5 mots d'avoir le contexte et ensuite un exemple avec le format. Donc ça, je pense que c'est un bon titre parce que c'est directement, c'est concis et ça va droit au but et il y a un exemple. Donc ça peut être un bon format avec un verbe d'action en premier, quoi. Ok, ensuite, si on va dans le détail On a une question de Ouais. Sophie, j'en profite, qui dit: est-ce que tu as des conseils pour savoir où placer le curseur dans un contexte de PM freelance qui travaille avec un dev pour la première fois? Alors, donc, si on revient un peu sur ce modèle-là, si c'est la première fois que tu bosses avec un dev, je pense qu'il vaut mieux aller vers plus de détails que pas assez. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller.
ça fait moins de frustration. Et si tu vois que ça marche bien, bah, tu peux aller vers de moins en moins de détails. Mais pour commencer, dans la mesure où tu sais pas en fait ce que le développeur il sait ou pas, ben, plutôt que de faire des hypothèses, ben, va plutôt vers le modèle contrat légal et pas encore la conversation entre potes, quoi. Ok, donc j'avance sur la partie détail. Donc pour le détail de la user story, l'idée c'est d'aller aussi vers une description très concise. Là, l'objectif c'est d'aller vers le minimum de mots pour faire comprendre la totalité du message. Et ça s'appuie évidemment sur les connaissances préexistantes de l'équipe. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est très important d'avoir une équipe qui perdure et qui peut construire sa connaissance et avoir besoin de moins de contexte dans la description. Donc ça, on peut utiliser notamment ChatGPT pour le maximum de concision, d'autant que comme on est sur le web, on n'a pas envie de lire des gros pavés, on a envie d'aller scanner assez vite sur ce qui nous intéresse, et donc description concise, quoi. Bien sûr, les captures d'écran, les protos, les maquettes, tout ce qui est visuel est très important. Donc là, c'est évident, mais je le mets quand même. Les cas de test, donc comment faire pour tester, donc pour vos QA managers, vos développeurs qui pourront se projeter dans un scénario d'utilisation. Les objectifs business, donc ça peut être intéressant si vous les avez pas déjà mis dans votre description d'Epic. Donc en fait, ce qui est intéressant dans mon modèle, c'est que la description d'Epic, elle est large, mais en fait, ça permet de gagner du temps sur la description des tickets. En fait, plus vous mettez de détails dans votre description d'Epic, donc dans les specs d'Epic dont on parlait en première partie, moins vous aurez besoin de charger vos user stories. Donc par exemple, les objectifs business, typiquement, ça a plutôt sa place au niveau macro, donc du gros projet, plutôt qu'au niveau micro de la user story, qui à elle seule aura du mal à faire bouger les objectifs business, quoi. C'est plutôt le projet dans son ensemble qui pourra avoir un impact. Et en dernier point, votre liste de ce que j'appelle la liste de contrôle, c'est tout de contrôle d'ailleurs, il y a un typo. C'est tout ce qui va être donc les cas un peu bizarres, donc les tailles d'écran, comment se passe le tracking, les cas d'erreur, qu'est-ce qui se passe si on refresh la page alors qu'elle n'est pas encore chargée. Est-ce qu'on a des dépendances? Est-ce qu'il y a un problème d'internationalisation, de RGPD? Enfin, tous les trucs un peu cas limite, edge case, tous les trucs un peu bizarres qui peuvent se produire, qui sont probablement spécifiques à votre situation. Et ça, typiquement, c'est là que se passe aussi la réflexion. Et en les mettant déjà, bah, en fait, vous anticipez les questions que vous aurez potentiellement par vos développeurs, quoi. Ok. Et ensuite, donc encore une chose évidente, mais bon à rappeler quand même, c'est on est sur le web, donc les tickets sont vraiment visualisés sur un écran. Donc, bonne pratique de rédaction web, des bullet points, on met en gras, vaut mieux un proto qu'une image qu'un long discours. Commencez par ce qui est le plus important, parce que du coup, le développeur, il va avoir la flemme de lire 12 pages de texte, parce que c'est chiant, quoi. Donc en fait, si vous lui mettez en tête de description en 3 bullet points, le contexte du truc, ça sera beaucoup plus efficace que si vous mettez un énorme pavé, quoi. Et dernier point, se mettre à la place des développeurs qui vont lire le ticket, de quoi ils vont avoir besoin. Tout ce qui peut leur faire gagner du temps est bienvenu. Donc un lien vers la documentation produit, les clés de sécurité s'il y a une API partenaire qui est utilisée, le mail du support du partenaire si jamais ils ont besoin de communiquer entre développeurs d'une boîte qui va venir s'intégrer chez nous. Donc typiquement, plein de petits trucs qui peuvent faire gagner du temps, là c'est intéressant de les mettre, quoi. Ok. On arrive vers la fin. Est-ce qu'on peut laisser les développeurs rédiger directement les user stories? Petit quiz. On peut utiliser le Petit chat. sondage en live. Alors, j'ai du nom. Grosse majorité de non quand même. Ça dépend. Why not éventuellement? Nope. En partie. US technique. Intéressant. Je devrais acheter GPT, d'accord. Ok. Non, s'il n'a pas de connaissances métier. Co-rédiger, pourquoi pas.
Ok. Ok, bah, en grande partie de non. Alors, du coup, bah, je vous donne un peu mon point de vue sur le sujet. Donc, je considère que plutôt oui. Dans certains cas, la meilleure solution est de simplement présenter un prototype haute fidélité et de laisser les développeurs gérer le découpage. Euh, dans un certain nombre d'entreprises, c'est déjà le cas. Donc, chez Meta, notamment, les développeurs sont en charge de la rédaction des user stories. Donc ça part, enfin, pour moi, il y a deux conditions. Enfin, c'est une solution intéressante qui n'est pas encore répandue, mais pour moi, il y a deux conditions à ça. C'est la première, le niveau de seniorité des développeurs, donc qu'ils soient assez matures sur le sujet, qu'ils aient de l'expérience, donc pas pour des juniors. Et la deuxième condition, c'est la qualité de votre spec au niveau macro, donc la qualité de votre spec d'Epic. Donc ça peut être parce que vous avez extrêmement bien détaillé votre Epic que le découpage en user story, enfin la rédaction des user stories sera quasiment évidente. Donc en fait, toute l'information, elle se situerait au niveau macro et en fait le découpage, bah, en fait, une fois que le découpage est fait, la rédaction des tâches individuelles est triviale. Donc ça peut être ça, c'est un modèle que je trouve intéressant. Et aussi, bah, il faut que les développeurs ils connaissent, troisième condition, il faut que les développeurs ils connaissent bien votre produit. Donc ça ne marche pas si c'est des prestats, ça ne marche pas si c'est des gens qui viennent d'arriver, et ça ne marche pas si c'est des stagiaires, quoi. Donc il faut que ce soit des gens qui soient vraiment très à l'aise avec votre appli, votre produit, vos utilisateurs, quoi, vos problématiques. Alors, question, chez Meta, je suppose qu'on leur présente que le PRD. Oui, voilà, en gros, c'est un peu ce que je dis, c'est en leur présentant la documentation macro au niveau de l'EPIC, donc le PRD, bah, ça leur permet en fait d'avoir tout le contexte, toute l'information, et la rédaction en fait des stories derrière, elle est beaucoup plus rapide, quoi. Ça ne veut pas dire sans valider après. Oui, après, vous pouvez vérifier qu'ils ne sont pas à côté de la plaque, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ok, et donc dernier point, parce qu'on me demande souvent quels outils pour rédiger tout ça. Donc voilà un peu mon avis un peu sur l'état de l'art des outils aujourd'hui. Au niveau bah, Jira, je considère que ça a un peu fait son temps, que c'est assez lourd et que c'est pas forcément très agréable à utiliser. Je considère aussi que c'est un peu gênant dans la mesure où ça isole en fait le travail des équipes tech et PM du reste de la boîte. Là où au contraire le travail du PM c'est d'aligner le maximum d'équipes avec lui, de communiquer beaucoup. C'est un problème. Pareil pour Product Board, c'est intéressant pour les PM et les équipes tech, mais ça isole pas mal du reste de la boîte dans la mesure où c'est pas l'outil qui est partagé. Linear, excellent produit. J'ai eu l'occasion de voir un peu ce qu'il faisait et tout. C'est un peu la version moderne de Jira qui est spécialisée en fait dans la rédaction de tickets. Donc c'est un très bon produit tech et PM, mais encore une fois, ça isole un peu du reste de la boîte, contrairement à Notion et Trello, qui eux sont des généralistes, donc ils sont pas forcément aussi précis et puissants que Linear, mais qui apportent un bénéfice énorme, qui est d'être bah, utilisable aussi par vos équipes marketing, management, sales, etc. Et donc, si votre Notion ou votre Trello est bien clair, bah, en fait, ça ouvre en fait la communication et l'alignement de ce que vous faites donc, au reste de l'entreprise, quoi. Donc, On a pas mal de questions sur Asana. On te demande ce que tu en penses, si tu connais cet outil, si tu penses que c'est alors, bien. Asana, j'ai jamais bossé avec, donc je me retiendrai d'avoir une opinion, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Je suppose que c'est dans la même idée que Monday.com, donc des trucs d'orga assez larges. Faudrait que je me fasse un avis. Je ne me prononce pas. Je passe. Trop bien. Et Estelle nous disait que Jira, c'était cher aussi, dans les Ouais, badges ça de aussi. Jira. Ça, j'avoue, et alors sur la dimension prix, là, je ne l'ai pas prise en compte. J'avoue, j'aurais pu. Trop bien. Non, mais au moins, ça nous donne une bonne vision pour ceux qui veulent se lancer sur quel outil, plutôt Mm, Notion mm, et Trello, quoi. exactement. Et on a une question de Alexandra qui dit, est-ce qu'on peut utiliser DevOps comme substitut de Jira? Alors, DevOps de Atlassian, du coup. Alors, je suis pas pour, DevOps. Alors, DevOps, pour moi, c'est plus une approche qu'un outil. Je ne suis pas au clair Elle de dit si un outil Azure. s'appelle. Ah non, Azure. Ah ouais, alors là, je connais pas. Je suis pas du tout dans Microsoft, j'avoue, je ne saurais pas me prononcer.
Rien n'empêche de partager chaque outil avec l'ensemble de l'entreprise. Alors ça, sur le papier, oui, mais en pratique, non, parce que en fait, quand t'es pas à l'aise avec Jira et qu'on te donne un lien de Jira, bah, en fait, tu sais pas quoi faire. Et c'est très peu. Enfin, moi, si on m'envoie un lien de HubSpot ou de Salesforce, il faudra que je prenne le temps de rentrer dedans, quoi. Donc c'est beaucoup moins naturel que si c'est un outil que j'utilise déjà et que je maîtrise, quoi. D'autant pour des solutions techniques qui sont déjà en soi compliquées. Moi, enfin, ça me paraît pas évident, quoi. Merci Jonathan. Est-ce que il nous reste pile 5 minutes? Donc si vous avez une dernière question à poser, c'est maintenant. Est-ce que en attendant que peut-être des questions viennent, tu aurais une ou deux ressources à conseiller pour justement l'envie de creuser des specs? Évidemment, là, tu nous as donné tellement de ressources que ça permet de déjà avoir une bonne. Moi, je dirais c'est ça la top one ressource. Mais je sais pas si toi, quand tu t'y intéressais à ce sujet ou que tu as voulu creuser, tu avais une ressource un peu support que tu conseillerais. Ouais, en gros, en termes de ressources, je conseillerais la documentation de Atlassian. Donc, autant je trouve que Jira, c'est pas ouf, autant je trouve que leur documentation interne, elle est cool. Il y a pas mal de bonnes pratiques en Scrum, etc. Sur tout ce qui est Epic et gestion des risques, il y a le blog de SVPG, donc le blog de Marty Kagan, qui pour moi est mine d'or de ressources, d'informations sur le métier de PM de manière générale et plus spécifiquement la gestion des épiques. Bah, je peux vous le mettre dans le chat. Exemple. Hop. Et bon, moi, je vais faire un peu d'auto-promo en tant qu'à faire. J'ai mon Ouais, non, personnel mais surtout que template. toi, t'as des templates de dingue. Enfin, pour ceux qui connaissent pas tout le travail de Jonathan, je vous incite vraiment à voir parce que il a fait tout un énorme travail sur Notion avec son Product OS qui donne pas mal de templates pour approfondir ça. Voilà, donc dans le lien que je vous ai mis là, il y a l'intégralité des templates que j'ai créés pour les product managers, donc dont celui que je vous ai envoyé tout à l'heure, donc qui est gratuit. Donc en fait, qui vous permet en fait de démarrer avec un espace Notion qui est déjà mis en place, avec gestion des sprints, gestion des épiques, gestion des tickets, de la façon dont je vous ai présenté aujourd'hui. Donc avec déjà ça qui est intégré dans l'espace. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à juste l'importer chez vous dans votre workspace et c'est déjà mis en place, donc pratique pour les équipes qui sont en cours de structuration. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y avait une première question Peut-on- de Gladys qui dit, peut-on voir comment tu gères un Kanban et monitor l'avancement dans Notion? Ouais, alors du coup, ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré. Donc, tac, tac, tac. Je vais le retrouver ici. Donc ça, voilà, c'est typiquement un Kanban Notion. Donc ça, c'est un screenshot de Notion sur lequel on voit les épiques. Alors j'ai tronqué le haut, mais contrairement à ce que on disait tout à l'heure, il ne faut pas tronquer le haut. Mais on peut aussi filtrer et trier de façon très, très fine, de sorte qu'on puisse avoir vraiment que les éléments qui nous intéressent. Un autre truc intéressant dans les Kanban Notion, c'est qu'on peut personnaliser l'affichage de chaque carte pour qu'il y ait le bon niveau d'information. Donc là, j'ai décidé d'afficher sur mon exemple le pourcentage d'avancement, le trimestre de sortie et la date sur laquelle on a bossé dessus. Donc ça, c'est un truc qui est totalement paramétrable, donc qui peut permettre de vraiment très finement personnaliser l'affichage. Alors ensuite, je vais On a une très question vite. de Clémentine qui dit, est-ce que tu utilises ensuite ce que tu as rédigé dans les épiques pour la doc ou bien les épiques deviennent un genre de doc interne? Alors, est-ce que j'utilise les épiques pour la doc? Oui, c'est la base de la doc, mais il faut bien garder en tête que la description des épiques qui est là, c'est ce qui est vrai au moment où on commence le développement, et que si vous voulez le transformer en doc pour le futur, il faudra prendre en compte ce qui a été développé pour de vrai. La doc, c'est quelque chose qui est censé être vrai tout le temps, alors que là, la description d'un épique, une spec, c'est un truc qui est vrai à un instant T, un truc qui est vrai au moment où on va s'en servir, alors qu'une doc, ça a vocation à perdurer dans le futur. Donc, si vous voulez transformer votre description d'épique en doc pour le futur, pensez bien à mettre ce qui a été vraiment développé et pas ce qui était idéalement prévu à la base, quoi. Donc ensuite, sur ProductOS, les sous-tâches sont gérées Epic US sous-tâches. Alors sur ProductOS, il y a vraiment deux niveaux, c'est Epic, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, et User Story. Le niveau sous-tâche, je considère qu'on peut le mettre de façon plus informelle, soit dans les commentaires, soit dans la page de la User Story, et qu'il n'y a pas besoin d'un objet dédié à ça. C'est quoi la doc? C'est quoi la doc? Alors,
C'est quoi la doc? La documentation, le concept général de documentation, j'avoue, j'ai un peu... Bah, surtout, il nous reste 1 minute. Peut-être que Inès, ouais, je te répondrai à cette question sur le Slack. Je sais qu'on peut échanger à ce moment-là parce qu'on va devoir aussi terminer notre échange. On peut peut-être prendre la dernière question de Stéphane et de Yes. Sophie avant de conclure. Alors, Stéphane qui dit, est-ce qu'on peut aussi garder les US comme doc? Alors ouais, même réponse que précédemment. Si vous gardez les US comme doc, il faut bien préciser ce qui a vraiment été développé et pas ce qui était initialement prévu. Une US, c'est un document qui a une validité au moment où on la lit. Et si on a développé quelque chose qui est un peu différent, bah, en fait, ça fera une mauvaise doc parce que ça nous induira en erreur. Donc en fait, il faudrait, si vous voulez garder les US comme doc, il faut préciser ce qui a vraiment été développé une fois que ça a été fait. Et Sophie, du coup, une fois que c'est dev, tu bascules ton Epic mise à jour dans la doc produit. En gros, soit tu fais ça, soit tu le passes en mode release et tu mets un lien vers la documentation de ton Epic dans ta doc produit en disant voilà la façon dont j'ai fait cette feature-là et le lien vers l'Epic. Mais dans ce cas-là, il faut que votre Epic, votre documentation d'Epic, elle soit mise à jour avec ce qui était vraiment développé et pas ce qui était juste initialement prévu. Donc voilà. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Jonathan. On avait plein de questions. Je sens que c'est un sujet qui intéresse vraiment. Merci beaucoup parce que c'est super riche tout ce que tu as partagé. Merci pour ces slides, merci pour ces templates et toutes ces ressources. On vous enverra évidemment un récap de tout ça pour que vous ayez un suivi et que vous puissiez retrouver toutes ces informations-là. Si vous pouvez dire un petit feedback à chaud à Jonathan, ça fait toujours plaisir pour pouvoir s'améliorer de 1 à 5, comment vous avez trouvé ce talk. 1, c'est j'ai complètement perdu mon temps et 5, c'était trop bien, c'était utile. On a des 9. Donc, merci beaucoup. Et puis, si évidemment vous voulez creuser plus longuement, Jonathan intervient aussi dans le bootcamp, donc avec plaisir pour en discuter avec vous. N'hésitez pas. Cool. Et je vous souhaite à tous, du coup, une très très belle après-midi.